Très bien, merci d'être venu à la présentation la plus disruptive de l'après-midi, probablement la plus intéressante, vous me direz ça à la fin. On va parler de quelque chose de très concret, puisque aujourd'hui c'était le mot. Alors je vérifie que tout ça marche bien, il y a des slides qui servent à rien au départ. Voilà mon nom. On va parler de l'usine autonome. L'usine autonome, je vais la comparer à la voiture autonome. Je pense que c'est vraiment la meilleure comparaison qu'on peut avoir. Mais la première question, avant de rentrer dans le détail technique, c'est pourquoi l'usine autonome? Et en fait, j'ai reçu il y a 6 mois de ça un coup de téléphone. C'était un Américain qui m'appelait avec un numéro italien. Il me disait qu'il était chez un fabricant de machines et il m'a dit qu'il nous connaissait bien, qu'il suivait ce qu'on faisait sur N-Cube, de l'intelligence artificielle, on communiquait sur la volonté de faire une usine autonome. Et il m'a exposé son projet. Il m'a dit, voilà, on a un modèle de ligne de fabrication, 88 personnes, on fabrique du packaging paper. On est les plus performants en efficacité main-d'œuvre, en tonnes fabriquées par personne dans l'usine, aux États-Unis. Et la prochaine usine, qui sera un greenfield, va être un réplica de l'usine actuelle, mais, je la veux, 100% autonome sur la logistique et la maintenance et la maîtrise du processus. Est-ce que ça vous intéresse? C'est la question qu'il m'a posée. Alors je lui ai dit quels sont les enjeux. Qu'est-ce que vous entendez par usine autonome et quels sont les enjeux? Et je suis venu en arrière, pardon. Il m'a dit ça. Il m'a dit, voilà. Il m'a dit la moyenne américaine dans mon métier, c'est 1500 tonnes par personne et par an. Je fabrique 3000. Donc je suis vraiment au bout de la gaussienne, je me débrouille bien, je suis plus performant. Avec le modèle que je fais, on va passer de 88 personnes à 48. Ce qui fait que ma productivité main-d'œuvre va monter à 5600 tonnes par personne par an, soit plus 85%. Je trouve que c'est un chiffre qui est intéressant à partager. Alors c'est particulier à cette industrie, qui est une industrie de process continu, mais qui démontre qu'on est sorti des étapes de réduction de coûts, de lean manufacturing, où on allait gratter quelques 10 millièmes d'heure pour ceux qui travaillent dans l'automobile, tous les jours, et on va vers des choses où en fait la technologie va nous donner la capacité, sur des machines équivalentes, je le répète, de faire des productivités impressionnantes. Donc les enjeux sont très importants. Ça, c'est le gain main-d'œuvre. Évidemment, il espère faire un gain en temps d'ouverture de fonctionnement de la machine, en vitesse moyenne de production de la machine, en qualité, en énergie. Donc l'histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui, c'est un peu qui sera le lièvre et qui sera la tortue. La voiture autonome est partie avant, c'est-à-dire qu'on a entendu parler de ce concept depuis pas mal de temps, et on voit que ça progresse, il y a beaucoup d'initiatives, mais ils n'y sont pas encore, et moi je ne pense pas qu'on verra vraiment des voitures vraiment très autonomisées, en dehors des choses faciles, se garer sur l'autoroute, ainsi de suite, avant 2020-2025, pour plein de raisons que je vais détailler. L'usine, par contre, moi, je suis persuadé qu'on en aura une qui va être partiellement autonomisée l'année prochaine et qu'on pourra avoir des usines qui vont tourner 90% de façon autonome, dans certaines conditions, dès 2020. Alors, si on fait la comparaison entre les deux univers, la voiture, elle a un premier problème, elle doit rester sur la route, ce qui n'est pas garanti. C'est-à-dire qu'on n'a pas de garde-fou et ça pose énormément de problèmes législatifs. C'est tous ces problèmes de responsabilité, puis c'est un problème de sécurité immédiat, évident. Surtout que les voitures se promènent beaucoup dans les villes, avec beaucoup de gens autour, enfin bon, très dangereux. L'usine autonome, en fait, nous, on va la fabriquer dans une fenêtre opératoire qui va être définie. Il va y avoir un processus que je vais vous décrire, ce qui fait qu'on va créer une route sur laquelle on ne pourra pas sortir. C'est-à-dire que quand la recommandation faite par un système informatique un peu intelligent va fournir une recommandation un peu aberrante, en fait, on ne va pas en tenir compte. On peut se protéger contre ça. Donc il n'y a pas de risque à s'engager. Après, je peux faire une liste assez importante de choses. La reprise en main physique en cas de problème sur une voiture, c'est immédiat. Dans une entreprise de process continu, on peut avoir quand même un petit peu de temps avant de se dire est-ce qu'on reprend le contrôle sur le DCS, ainsi de suite. Les problèmes de cybersécurité. La voiture, elle va bouger, elle va être dans un environnement entièrement déconnecté. L'usine, on peut contrôler tout ça. Bon, j'ai parlé de tout ce qui était législatif. Dans l'usine, on n'a aucune contrainte, on peut le faire dès aujourd'hui, on n'a pas à demander d'autorisation en fait, pour commencer à avoir des décisions qui sont prises sur la base de résultats, de calculs un peu avancés, d'une intelligence artificielle quelconque, à la place des êtres humains.
Alors, comment on va faire ça? Premièrement, il faut installer les bases dans son usine. C'est des choses qu'on discute beaucoup aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font des offres à ce niveau-là et qui les marketent un peu plus haut, mais ce n'est pas grave. Est-ce qu'on est capable de se connecter aujourd'hui à tous les équipements dont on va avoir besoin en temps réel pour prendre des décisions et donc pouvoir aller à l'usine autonome? Comment on collecte ces informations, comment on les véhicule et comment on les stocke? Je ne sais pas où vous en êtes dans vos environnements, mais voilà les mots que nous on emploie. C'est la partie Edge, où il se passe pas mal de choses aujourd'hui. La partie network, réseau, il n'y a pas toujours des réseaux dignes de ce nom pour pouvoir remonter correctement les informations, pour aller vers des plateformes qui peuvent être en interne ou en externe, et évidemment ensuite la plateforme Big Data qui va recueillir ces informations et qui va en fait créer à partir des données quelque chose d'essentiel, à partir des données brutes, elle va créer ce qu'on appelle des jumeaux virtuels du produit fabriqué. Ce matin, on a évoqué la notion de jumeaux virtuels. Il va y avoir beaucoup de jumeaux virtuels dans le futur. On a vu celui du produit qui était issu de la CAO. On a vu celui de l'usine, qui est un jumeau virtuel de logistique, de circulation de flux. Ici, on va avoir besoin, en fait, de créer pour chaque produit fabriqué, d'être capable de recalculer le plus rapidement possible l'ensemble des conditions exactes qui ont permis de fabriquer ce produit unique. C'est un jumeau virtuel du produit fabriqué, qu'on va utiliser pour pouvoir recommander dans le futur. Et après, il y a des étapes, il y a des couches au-dessus, au-dessus de cette infrastructure, qui vont être des couches plus logicielles. Avant de pouvoir complètement autonomiser son usine, il va falloir être capable de calculer les indicateurs de pilotage de cette usine, qui n'existent pas tout le temps. On n'a pas toujours les capteurs qui nous permettent d'avoir l'information dont on a besoin. Il nous arrive plus que régulièrement chez BrainCube de calculer ou de prédire des mesures qui physiquement ne sont pas possibles. Un exemple tout simple, on ne sait pas mesurer le débit d'une poudre, par exemple, en instantané. Donc il faut le calculer. Et puis il y a beaucoup de choses comme ça qu'il va falloir. Donc être capable de commencer à instrumenter correctement les objectifs de son usine, qui vont être les objectifs sur lesquels on pilote. Ensuite, on va créer notre fenêtre opératoire optimale, la fameuse route. On va utiliser en fait les principes de l'analyse de données pour identifier toutes les variables impactantes sur tous les objectifs qu'on s'est fixés et leur donner par produit des plages opératoires safe et légèrement plus performantes que la moyenne qu'on emploie. On va créer des recettes, on peut le dire comme ça, performantes. On va utiliser des algorithmes de problem solving. Et enfin, on va arriver à l'auto-adaptation, l'usine qui est capable de faire des prescriptions en temps réel. Et là, on aura le choix. Donc, on a la plupart de nos clients qui aujourd'hui utilisent les prescriptions sous forme de tableau de bord. Et en fait, c'est les êtres humains qui en font ce qu'ils veulent. L'usine autonome, c'est simplement renvoyer ces prescriptions, quand c'est possible, aux automates. Voilà le processus d'autonomisation. L'autonomisation va être progressive. On ne va pas décider que demain, son usine est autonome. On va lancer un processus qui peut durer quelques temps. Ça va dépendre de la situation. On va d'abord faire le rétrofit de son usine, installer tout ce qu'il nous faut en termes d'automatisation, connexion, edge, plateforme, et ainsi de suite. On va lancer un projet de standardisation des pratiques actuelles avec les outils de problem solving et créer une nouvelle culture. Le projet d'autonomisation, c'est avant tout un changement de mission pour les hommes qui sont en place. Et puis ensuite, après la mise en route de l'organisation, on va faire quelque chose de très intéressant qui va replacer le manager au centre du débat. Le manager, même j'irais plutôt le directeur, celui qui est en charge des résultats du site. Il va falloir qu'il définisse sa stratégie de pilotage. Ça veut dire qu'on a un nombre de KPI qui peut être important, qui vont tous toucher la productivité, la qualité, la consommation énergétique, les déchets, si on crée des déchets, l'impact environnemental. Et il va falloir en fait être capable de hiérarchiser ces indicateurs en fonction de la stratégie marché qu'on a, le go-to-market. Je vais vous donner un exemple vécu. Il y a quelques années, avant la disruption par les tablettes numériques, les gens qui faisaient du papier journal, par exemple, avaient un gros marché devant eux. Ils pouvaient vendre tout ce qu'ils fabriquaient. Ils étaient dans une stratégie de volume. Plus je fabrique,
à la rigueur, quel que soit le coût de fabrication, entre parenthèses, plus je vends. Et en fait, ma marge va être le résultat, en fait, plus du volume que je vais faire. Si chaque année, je peux rajouter des tonnes, en fait, ma marge va être corrélée à ça. Puis d'un seul coup, grosse disruption, le marché s'effondre de 30 et quelques %. Et ceux qui vendaient, c'est ceux qui avaient réussi à fabriquer le moins cher possible avec des usines qui ne tournaient plus en continu. Ça veut dire que les fenêtres opératoires pour fabriquer plus n'étaient pas compatibles avec des fenêtres opératoires pour fabriquer au moins cher. Et surtout faire des start and stop. Pour que l'usine autonome fonctionne correctement, il va falloir qu'on définisse sa stratégie. Est-ce que je vais mettre d'abord la vitesse de ma machine et valoriser le tonnage fabriqué en premier? Ou est-ce que non, je suis sur un marché, il va falloir d'abord mettre le coût sur un KPI un peu complexe, le coût en temps réel, ou la qualité intrinsèque. C'est pas très très grave si je mets 10 € de plus par produit, mais il faut à tout prix que j'atteigne une certaine qualité. Et ça paraît assez évident, mais vous allez voir qu'il y aura beaucoup de discussions là-dessus, parce que les recommandations qui vont être faites derrière vont être optimisées sur la hiérarchie de ces KPI. Et ensuite, on fait un modèle sur les plus gros produits, les main runners, ceux qu'on fabrique le plus. On lance, premier produit, premier KPI, première ligne, et petit à petit, on va passer de 50% à 90% d'autonomie. C'est une autonomisation progressive, jusqu'à couvrir l'ensemble de la fabrication des produits. Et ensuite, les étapes que je vois arriver sur l'autonomisation de l'usine vont être des étapes un peu différentes. Il va falloir prendre en charge les phases transitoires, les changements de produits, donc pas forcément facile. Il va être aussi, on va, je pense, aller vers quelque chose d'extrêmement flexible sur les demandes clients. Vous fabriquez, je vais reprendre mon exemple du papier, mais vous fabriquez du 40 grammes parce que sur le marché on achète du 40 grammes, vous fabriquez du 45 grammes parce qu'on achète du 45 grammes, et puis il y a un client qui veut du 43,27 grammes. Aujourd'hui, vous ne le vendez pas. Vous essayez de le rattacher à un ou l'autre produit, ou vous créez une référence pour lui. Je pense que dans le futur, les clients commanderont ce qu'ils veulent dans une limite de capacité de la machine, et qu'en fait, on créera en temps réel la recette à partir des informations numériques qu'on a, et que la recette partira directement du système sans faire de test, et fabriquera le produit bon du premier coup. Donc c'est un niveau d'autonomisation qui sera vraiment très avancé par rapport au simple pilotage des conditions opératoires aujourd'hui. Alors et maintenant, ce que je vous ai raconté n'est pas à la portée de toutes les usines de production aujourd'hui. Pour simplifier, j'ai pris deux axes. L'axe vertical, c'est l'axe du niveau d'automatisation. Si on n'a pas la bonne instrumentation, si on n'a pas le bon niveau d'automatisation, on va avoir du mal à mettre en œuvre des processus de prise de décision basés sur la collecte de données en temps réel. Le deuxième axe, l'axe horizontal, c'est l'axe de la traçabilité. Est-ce qu'on va être capable de tracer la fabrication de son produit, étape par étape? Et donc, les entreprises qui sont dans les deux premiers cadrans, le process continu, qui n'a pas de traçabilité, puisqu'il n'y a pas de produit, mais par contre qui a une mesure permanente de l'écoulement de sa matière au sein de l'usine, elle est prête, elle est extrêmement automatisée, et les premières usines autonomes qu'on va lancer vont être dans des milieux de la chimie, de la transformation des matières premières, puisqu'ils sont déjà très numériques. La deuxième catégorie, donc c'est ce que j'appelle les usines qui sont Autonomous Plant Ready. Elles ont, quand on fait des diagnostics sur ces usines, énormément d'argent à les gagner en optimisation, puisque ces usines sont devenues très lean. Elles tournent 90, 92, 95% du temps. Personne ne s'occupe de ces 95% du temps. Tout le monde s'occupe de quand l'usine va s'arrêter, soit pour l'entretien, soit en réactif quand on a des problèmes. Et on a délégué en fait aux opérateurs la conduite pendant les 90% du temps. Opérateurs qui sont pas forcément les mieux placés pour résoudre cette équation extrêmement complexe qui est l'optimisation de tous les KPI avec des milliers de variables à droite et un système de contrôle-commande au milieu. Mais c'est à eux qu'on a donné ça. Nous, quand on fait des analyses, on voit dans des usines de chimie 30, 40 millions de gains potentiels annuels sur de l'optimisation par la variabilité. Sur des usines qui font 400, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le cadran de droite, en haut à droite, ce sont des entreprises que j'appelle les One Product Division. Si je vous parle de Nestlé, par exemple, vous allez voir que Nestlé a plusieurs divisions produits qui sont tous les mêmes. Nestlé Waters, avec un nombre d'usines. Nestlé Baby Food, avec un certain nombre d'usines. Je parle de Michelin. Michelin, tout le monde pense pneus. Alors, il peut y avoir différents types de pneus, mais ça reste un gros produit fabriqué. Si je vous parle de Seb,
Seb, il y a autant d'usines que de produits, donc beaucoup plus compliqué, beaucoup moins de scalabilité. Ces entreprises-là sont souvent prêtes. Il leur manque peut-être un petit peu de connexion aujourd'hui, mais elles sont prêtes à être autonomisées. Ce qu'il faut, c'est identifier les différents use cases. Donc l'intérêt de ces entreprises, c'est qu'une fois qu'on a trouvé sur tout ou partie de leur process quelque chose qui marche et qu'on peut autonomiser, on peut le scaler, on peut passer à l'échelle et le faire dans toutes les usines. En rouge, j'aurais préféré que le jaune sorte en premier, je vais vous mettre le jaune, voilà. En jaune, c'est les usines ou les entreprises très multiproduits. Chaque usine a un ou plusieurs produits tout à fait différents de ce que font les autres usines. Des exemples chez nous, des grosses usines comme Airbus, Safran. Beaucoup plus difficile, il faut qu'ils se lancent dans des programmes de digitalisation, définir une vraie vision et lancer un programme, puisqu'il n'y a pas de passage à l'échelle. Donc il va falloir estimer l'intérêt d'aller autonomiser tout ou partie des bouts de processus. Voilà. Et la dernière catégorie, c'est celle qu'il faut qu'on aide. Et je pense que cette journée, aujourd'hui, est là aussi pour ça. C'est toutes les entreprises aujourd'hui qui ne sont pas très bien automatisées, pas encore assez bien automatisées ou robotisées, mais qui n'ont pas de traçabilité de leurs produits. Donc elles sont très loin d'être capables de venir agréger en temps réel les données qui permettraient de prendre des recommandations en temps réel. Il faut les aider en termes de maturité, il faut les faire monter sur les deux axes. Voilà, je ne sais pas si vous êtes en charge d'usine, et je ne sais pas si vous avez désormais envie de lancer un projet d'autonomisation complet ou partiel de vos équipements de production en 2019, mais je pense que c'est la voie. Questions-réponses? Je sais, c'est l'après-midi, pleine sieste, là, mais quand même. Est-ce que certains ont déjà envisagé d'autonomiser des processus dans leurs usines? Oui? L'usine américaine, aujourd'hui, fonctionne et elle a atteint tout à fait, vous avez prévu? Non, l'usine américaine va être construite, en fait, avec un équipementier italien. Et on est dans les phases de design. Alors Siemens est l'automaticien de cette usine. Et on est dans les designs. Qu'est-ce qu'il faut qu'on change par rapport au modèle de l'ancienne usine pour les aspects cybersécurité, connexion et ainsi de suite. 2020. 2020. Oui, parce que c'est une greenfield, elle est en construction. Oui. Est-ce qu'elle coûte plus cher cette usine à faire que l'usine avec beaucoup de main-d'œuvre? Très peu, non, très peu, parce qu'en définitive, il faut juste s'assurer qu'on a bien tout cette histoire de connectivité. On n'a pas besoin de beaucoup d'équipements supplémentaires. Et au niveau de la formation des salariés? Alors au niveau de la formation des salariés, c'est un gros enjeu, puisque les gens vont tous changer de mission. Les gens qui sont dans les salles de contrôle et qui touchent à des boutons aujourd'hui ne vont plus toucher à des boutons. On a le projet prévoit de ne pas avoir de middle management. Plus de réunion, plus de prise de décision en fait pour la maîtrise du process. La réunion du matin qui fait le bilan de ce qu'on aurait dû faire la veille, elle n'existe plus. Le chef qui vient et qui a sa vision le matin et celui de l'après-midi qui a une vision différente, ça n'existe plus non plus. Et en fait, ça impacte beaucoup cette catégorie-là de gens qui sont les décisionnaires actuels. Est-ce que vous sortez... Monsieur, parce qu'on a un problème de timing quand même. Enfin, c'est pas un problème, mais en fait, il est 15h20 et j'ai normalement une autre session qui va commencer. D'accord. Je m'excuse d'être obligé de vous interrompre. 19 minutes. Merci. Au lieu de parler en